Alors, Olivier, je ne sais pas comment te définir. Journaliste, grand reporter, écrivain voyageur, voyageur écrivain, je ne sais pas très bien, mais c'est tous les livres que tu as écrits, et notamment La Confession de Massoud, Le Grand Festin de l'Occident, Kessel le Nomade. Et donc ce soir, tu vas nous parler de Daesh, la menace au Moyen-Orient et en Occident. Alors, c'est un sujet qui nous touche tous, mais qui nous touche tous personnellement, qui nous amène à beaucoup de réflexions. Mais au niveau de la chaîne de l'espoir, cette émergence de Daesh, et probablement tu nous parleras peut-être d'AQMI, de Boko Haram et autres, modifie totalement notre perception de notre environnement, des lieux où nous allons et de nos modes d'action. Et c'est pour ça, je crois que ta présentation ce soir est extrêmement intéressante pour nous parce que nous sommes en questionnement permanent. Je te disais il y a quelques minutes que nous allons bientôt inaugurer une maternité à Kaboul. Il y a le fait, mais il y a aussi la symbolique. La femme dans cet extrémisme musulman, avec bien sûr Daesh qui est maintenant présent en Afghanistan. Alain part dans quelques jours avec Marc et d'autres au Mali pour envisager la construction d'un hôpital de chirurgie cardiaque et bien d'autres pays où nous sommes présents et où cette menace, cette présence est pour nous un souci permanent. Et pour moi-même et pour les responsables de la chaîne, je pense en permanence à la sécurité, bien sûr, de nos patients, mais également des missionnaires. Donc ton exposé nous touche profondément dans notre sensibilité, mais aussi dans le collectif que nous formons en permanence au sein de la chaîne de l'espoir. Donc Olivier, merci d'être là, tu es chez toi. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de vous voir aussi nombreux, et puis surtout parce que il y a beaucoup d'amis, ou quelques amis dans la salle. Il y a ceux que je connais et puis ceux que je connais moins bien. Et puis cette alliance en quelque sorte qui pouvait être considérée au début contre nature, dans l'histoire que tu évoquais tout à l'heure, Eric, de la médecine humanitaire, caritative, d'urgence, ce qu'on appelle l'humanitaire ou les French Doctors, d'un commun accord, et puis la presse, donc les amis, c'est vous tous, ceux que j'ai pu rencontrer de par le monde, surtout on a le tropisme afghan, je crois, ici ce soir avec Eric et Alain, et puis Paul Naon, que j'ai connu à France 2 à l'époque, à Envoyé spécial, et ça avait été un des premiers documentaires. J'avais fait l'esclavage au Sud-Soudan, un peu sur les traces de Kessel, et je me suis rendu compte que 70 ans après, l'esclavage n'avait pas changé, et je suis ravi de voir que Paul a rejoint la bande d'amis. Et encore une fois, il y a cette alliance qui, pour moi, est un peu historique entre les médecins, l'humanitaire d'une part, et puis deuxièmement, les journalistes. Les uns se sont appuyés sur les autres pour faire connaître le mouvement ou pour avoir des informations. Et pour moi, c'était une très très belle aventure que de vous avoir croisé en Afghanistan, en Amérique du Sud, en Afrique, et bien sûr au Moyen-Orient. Alors, je vais essayer de parler de Daesh. Le sujet n'est pas simple. Daesh, lui, avec évidemment cette éruption d'un mouvement qu'on a eu du mal à qualifier stratégiquement, politiquement, militairement, voire aussi religieusement. Et on le sait, alors je suis parti de ce livre qui est sorti il y a 2 mois, qui est un roman en fait, et un roman sur le peintre Bellini, qui est un peintre vénitien, en tout cas le plus en vue de Venise au XVe siècle, et qui a été mandé, comme on dit, donc demandé par le sultan ottoman, le vainqueur de Constantinople, la grande ville des chrétiens d'Orient, qu'on appelait donc la Nouvelle Rome, et qui est devenue Istanbul. Et quand Mehmet II, c'était son nom, conquiert Istanbul, il réalise d'ailleurs le vœu d'une des sourates du Coran qui dit que qui conquérera Constantinople régnera sur le monde. Eh bien, il décide de faire venir un peintre pour briser en quelque sorte un tabou dans l'islam qui est de ne pas représenter l'homme, et a fortiori un souverain, à son image. Et lui, quand il fait venir Bellini tremblant, tout ça prend quand même quelques chapitres dans ce roman, qui est un roman aussi d'aventure et accessoirement une histoire d'amour.
quand Bellini arrive donc au pied, si je puis dire, de la muraille de Constantinople par bateau depuis Venise, eh bien, il rencontre le sultan ottoman et le sultan donc lui avoue qu'en fait, grâce à ce tableau qu'il lui ordonne de faire, eh bien, il va essayer de réformer l'islam et de réformer l'Empire ottoman. Et en fait, dans ce roman, qui est basé sur une histoire vraie, le sultan ottoman donc, avoue aussi qu'il a affaire à une secte d'islamistes ou un Daesh avant l'heure qui s'appelle la secte des assassins, enfin, qui vient du mot hachichin, qui a fait le mot assassin, et dont il restait encore des scories au XVe siècle. Et je me suis dit, voilà, déjà l'islam avait à se battre à cette époque, au XVe siècle, et évidemment, a fortiori un peu plus tard, contre des mouvements fondamentalistes qui remettaient en question l'islam générique. Alors, simplement un petit tableau un peu sommaire pour vous parler de la différenciation entre les groupes djihadistes qu'on confond peut-être un peu trop souvent. À droite, on a Daesh, et à gauche, Al-Qaïda et consorts. Al-Qaïda qui, historiquement, s'est créé en Afghanistan et au Pakistan, avec la figure historique maintenant d'Ayman al-Zawahiri, qui a quelques points communs avec Eric et Alain. Ils vont me regarder avec des grands yeux. C'est un médecin également, un médecin égyptien, qui a pris donc la parentèle à la suite de la mort de Ben Laden. Basé, on ne sait trop où, sûrement caché au Pakistan, dans les zones tribales, et dont la logique politique, finalement, est de ne pas revendiquer de territoire, donc une non-territorialisation. Et c'est la grande différence avec Daesh, qui, en revanche, donc, revendique, s'accapare d'un territoire dont on dit qu'il est pour l'instant aussi grand que celui de la Grande-Bretagne, mais là, je suis d'accord avec Gérard Chaliand, c'est un territoire quand même vaste, certes, que le territoire conquis par ce pseudo-califat, à cheval entre l'Irak et la Syrie, mais qui est pratiquement vide. Il s'agit de quelques villes, et bien sûr de quelques vallées irriguées, dont l'Euphrate, mais surtout, il s'agit de désert. Et donc, si je reviens à gauche du côté d'Al-Qaïda, donc on a Al-Qaïda en Afghanistan, Al-Qaïda au Pakistan, AQMI, donc, qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est un petit peu l'émanation de ce qu'on a appelé longtemps les GIA, les groupes islamiques armés d'Algérie, et ensuite le GSPC, AQPA qui est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc principalement le Yémen, Boko Haram 1, et Al-Nosra en Syrie. Al-Nosra extrêmement efficace sur les territoires de la Syrie. Et de l'autre côté, donc, on a Daesh qui est à cheval au niveau du territoire géographique entre la Syrie et l'Irak, donc la Libye de plus en plus, qui inquiète énormément les capitales occidentales, et Boko Haram 2, puisqu'il y a une partie de Boko Haram au Nigeria et dans les pays environnants, puisque Boko Haram est en train de prendre possession de certaines provinces de l'Afrique sahélienne, au Cameroun et au Niger en particulier, donc Boko Haram 2 qui se revendique d'une affiliation avec Daesh. On va passer à la diapositive suivante, merci. Donc on a une carte donc là de ce territoire Syrie-Irak avec Deir ez-Zor qui est pratiquement une des grandes villes tenues ou en partie tenues par donc l'État islamique, au-dessus Raqqa et Mossoul. Mossoul que vous voyez donc tout à fait au nord de Bagdad. J'étais aux environs de Mossoul il y a encore quelques semaines. Donc j'étais entre Kirkouk et Bagdad si vous préférez, mais avec les combattants kurdes. Il n'y a pas que des Kurdes d'ailleurs, mais principalement des combattants kurdes. Et là, vraiment le point drastique de la montée en puissance de l'État islamique de Daesh, c'était la prise de Mossoul, il y a 1 an et demi, donc le 10 juin 2014, avec des combattants qui venaient de Raqqa, donc de tout à fait à l'ouest du côté de la Syrie, donc plein ouest de Mossoul, et qui sont arrivés avec, tenez-vous bien, donc pour prendre possession d'une ville d'1 300 000 habitants à l'époque, c'est la deuxième ville d'Irak, tenue par 36 000 soldats irakiens. Devinez à combien sont estimés donc, les combattants de Daesh qui ont pris la ville de Mossoul le 10 juin, à moins de 1200, entre 800 et 1200. Et c'est totalement incompréhensible dans la logique de la machine de guerre américaine. Je reviens de Colombie, là, j'étais en Colombie avant-hier, et il y avait Stiglitz qui était là, le prix Nobel de l'économie pour un festival, et c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte, parce que Stiglitz, qui était le conseiller économique de Clinton, raconte que le coût de la guerre Irak et Afghanistan, Irak pardon simplement, qui a été quantifié à 600 milliards de dollars
par la Maison-Blanche pour donc une guerre qui a commencé en mars 2003 et qui s'est achevée en 2014. Chiffre qui a été rectifié quelques mois après, donc en décembre dernier, par le Congrès, pour s'évaluer à 2000 milliards de dollars. Et bien Stiglitz, le prix Nobel de l'économie, dit ben non, c'est pas du tout ça, c'est pas 2000 milliards, c'est 7000 milliards de dollars en total. Alors il agrège quand même des facteurs qui sont les facteurs de l'absentéisme, le manque de productivité du côté du territoire américain, mais on se rend compte que le prix de la guerre, de l'intervention américaine, non pas en Afghanistan, mais uniquement en Irak, donc s'élève à au moins plusieurs milliers de milliards de dollars. Et l'armée américaine n'a pas été capable d'arrêter donc la montée en puissance géographique de Daesh sur Mossoul, donc qui est tombé en quelques heures. Très très vite, les soldats irakiens ont décampé. Il y a même eu des forces kurdes qui ont hissé le drapeau blanc pour partir au plus vite, ne pas livrer combat. Et donc là, Daesh a pris possession d'une ville et d'un armement équivalent à 1 milliard de dollars, de sommes liquides en dollars, en billets verts américains de 400 à 500 millions dans les sous-sols de la Banque centrale d'Irak à Mossoul, et puis l'équivalent d'1 milliard de dollars en devises irakiennes, donc en dinars, qui étaient aussi détenus dans différents endroits. Et donc là, on a une sorte de chancre qui est toujours donc, aux mains de Daesh, même si la portion violette qui est à l'ouest de Mossoul donc, a été coupée en fait par une attaque en décembre dernier des Kurdes sur les monts Sinjar. Donc on voit qu'il y a aussi des champs pétroliers donc, accaparés par l'État islamique, tout ce qui est en rouge, avec une partie de Baïji d'ailleurs. Là où je me suis rendu il y a quelques semaines encore, on voyait des champs pétroliers. On verra peut-être des images tout à l'heure aussi des photos que j'ai pu prendre sur une ligne de front. Et voilà, on va passer à l'autre diapositive. Et tout ça pour dire que le potentiel économique de Daesh est extrêmement fort. Il n'y a pas que le pétrole, comme on le verra tout à l'heure. Donc il y a 3 sous-ensembles pour caractériser, militairement parlant, donc, ce qu'est la capacité offensive de Daesh. On a une armée conventionnelle, donc pour moi c'est tout à fait inédit que de voir cette symbiose entre ces 3 éléments, donc avec plusieurs centaines de blindés, on évalue au minimum de 200 à 500 blindés, donc le nombre de tanks qu'a pu récupérer Daesh en Syrie, mais surtout en Irak, principalement avec la chute de Mossoul, encore une fois en juin 2014. Et dans cette armée conventionnelle, on peut aussi incorporer au moins 2000 Humvee. Alors les Humvee, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, alors c'est pas les véhicules qu'on voit en haut à gauche, ce sont les scarabées, l'espèce de grosses jeeps qu'on voit dans les séries américaines, et qui ne sont pas blindés, qui sont semi-blindés, mais qui sont carénés avec des éléments blindés maintenant de la part de Daesh pour s'en servir comme voiture bélier pour monter sur la ligne de front qu'on verra tout à l'heure aussi en photo. Et là, je peux vous dire que ça fait très très mal puisque les... Ah, très bien, merci beaucoup. Pardon, ce que je disais... donc les Jeeps et les Humvee donc, servent effectivement d'éléments offensifs très opérationnels pour Daesh. Deuxième élément, stratégie de guérilla, donc avec une guérilla bien sûr au sens classique du terme et militaire du terme toujours présente en Irak et en Syrie pour attaquer les villes en particulier, mais pas simplement l'armée de Bachar el-Assad ou l'armée de Bagdad, qui est une armée principalement chiite maintenant dans la capitale, et d'ailleurs entre les mains en partie du pouvoir iranien, puisque le général Soleimani, qui est le chef des Pasdaran, des gardes de la révolution iranienne, est présent à Bagdad et participe donc aux opérations sur le nord. Et puis troisièmement, donc des réseaux dormants qui sont présents dans les pays occidentaux. On l'a vu bien sûr avec les attentats de janvier et de novembre en France, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, voire en Turquie, à Ankara, Istanbul, l'Afrique du Nord et l'Afrique. Alors, si on regarde un petit peu par rapport à l'histoire des mouvements de guérilla depuis 1945, il y a des mouvements armés et des mouvements fondamentalistes, force est de constater qu'on a une structure totalement inédite. Moi, j'ai vécu avec une quinzaine de mouvements de guérilla, et j'ai couvert pour différents journaux français, Libération, Le Point, et puis la presse britannique et américaine, une vingtaine de guerres. C'est la première fois que je vois ça, vraiment cette symbiose un peu inédite, qui fait que les armées occidentales sont un petit peu désemparées. Et je dirais même que la pensée politique rationnelle occidentale est aussi un petit peu dépassée, a du mal aussi à incorporer le facteur temps, a eu du mal à qualifier ce qu'était l'État islamique. Pour moi, c'est
un État en devenir au minimum, donc on peut qualifier de pré-État ou de proto-État. On a des structures étatiques. Quand vous allez du côté de Daesh, eh bien, on voit qu'il y a des ministères de recrutement, le ministère des Finances, bien sûr tout ce qui est militaire avec une armée. Et d'ailleurs, dans la structure pyramidale de cette armée, de ce mouvement, qui comprendrait, alors encore une fois, je vous demanderai de prendre les chiffres avec beaucoup de précaution, 30 000 hommes, principalement étrangers, eh bien, sur les 50 premiers dirigeants de Daesh, la majorité seraient des anciens membres du parti Baas de Saddam Hussein, c'est-à-dire des laïcs, un parti qui était au départ pan-arabe et qui est devenu nationaliste, donc qui était le parti de Saddam Hussein, et qui, lorsque le régime de Saddam Hussein s'est effondré en mars 2003, donc a rejoint donc l'appareil du parti Baas, a rejoint donc ses pires ennemis, à savoir les partis et structures fondamentalistes. Et donc, on voit bien que la religion ou l'islamisme n'est souvent qu'une greffe ou qu'un prétexte sur cette structure, en tout cas qui est inédite et extrêmement dangereuse. Je vais demander l'autre. Voilà. Je peux commander peut-être avec ça, non? C'est très bien. Alors, je voulais vous montrer également les principaux sites détruits par les djihadistes. C'est très important parce que l'attaque du patrimoine, la destruction de la culture fait partie de la stratégie d'éradication, la stratégie de lobotomisation, qu'on a bien vu aussi en Afghanistan, à Bamiyan en particulier. Bamiyan étant une sorte de clivage, de point tournant en mars 2001, qui annonçait la montée en puissance d'Al-Qaïda et la domination d'Al-Qaïda sur la structure des talibans, qui, sans du tout les justifier, avaient et ont toujours une certaine structure, une certaine vision rationnelle, aussi barbare et féodale soit-elle, mais rationnelle en tout cas, du pouvoir de l'espace d'Afghanistan, ce qui n'était pas le cas d'Al-Qaïda. Et donc là, on voit bien un petit peu le recensement des principaux sites qui ont été détruits en Syrie et en Irak. Alors bien sûr, on a tous en mémoire la destruction partielle de Palmyre, bien sûr Mossoul, Ninive, les différents mausolées de Mésopotamie autour de Mossoul, Hatra, Tikrit, etc. Et là, il y a aussi, j'en reviens un petit peu au budget de guerre, au trésor de guerre de Daesh, on a là aussi une capacité à pouvoir exporter des biens culturels, puisque ce qui est montré très souvent dans les destructions, ce sont des biens soit de moindre importance, soit des biens qui sont des copies. Et on a retrouvé sur les marchés internationaux différentes pièces qui ont été récupérées sur les différents sites, avec d'ailleurs quelquefois la collaboration d'autorités locales, de pays environnants et surtout de la Turquie. Voilà, donc ça c'est un village, je m'y trouvais, je reviens simplement un petit peu en arrière, un village qui se trouve à peu près à cette hauteur ici. On est vraiment sur la ligne de front, donc au nord de Bagdad. Regardez ce qui reste. Alors la ligne de front a reculé de 2 km. Le sud étant par là, c'est la route de Bagdad. Moi, arrivant d'ici avec des combattants turcs, iraniens et kurdes, il ne reste plus rien. Je vous l'avais montré en dynamique, en vidéo, mais je crois que je n'ai pas réussi à le mettre sur le PowerPoint. Mais là, c'est un travelling, comme on dit, en documentaire, et sur 2 km, on voit que tout est détruit. Ce village, donc, qui est un village kurde et arabe auparavant, mixte, et tout est piégé, donc on ne peut pas s'aventurer de part et d'autre de la piste. Et voilà ce qu'on a comme carte beaucoup plus récente de la présence donc, de Daesh. Vous voyez, quand je dis qu'on parle d'un territoire grand comme la Grande-Bretagne, en fait, il s'agit principalement de grands axes de circulation, d'axes géographiques avec les différentes vallées fluviales. Et la zone de prédominance donc, de Daesh est ici. Donc cette route ici est coupée avec les monts Sinjar qui viennent d'être récupérés par les forces combattantes kurdes, syriennes et turques et du PKK turc, dont le cousin germain s'appelle IPG, donc qui est le parti kurde syrien. Et puis bien sûr certaines villes encore ici, comme Raqqa, qui est l'une des 2 capitales avec Mossoul de l'État islamique. Et là, ça vous donne aussi un peu une idée des différents mouvements avec les Iraniens qui essayent de rentrer de plus en plus sur le territoire irakien, donc pour porter secours au régime de Bagdad, qui est un régime d'obédience chiite.
Et puis les Kurdes qui sont au nord, ici. Donc là, c'est un Kurdistan irakien qui est pratiquement indépendant. Ça fait à peu près 25 ans que j'y vais, jour pour jour. Je veux dire pourquoi? Parce que ma fille est née donc, il y a 25 ans, jour pour jour, et j'ai failli pas la revoir parce que j'étais bloqué chez les combattants kurdes, avec la guérilla et avec un combattant qui s'appelle Jalal Talabani, que vous avez sûrement connu, Eric et Alain, et qui est devenu ensuite le président irakien qui a remplacé Saddam Hussein. Mais voilà, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que là, on a un petit peu la configuration des différentes forces en présence. On le verra aussi tout à l'heure avec la montée en puissance de la Russie, ce n'est pas rien. Et pour bien comprendre l'implantation de Daesh, il faut aussi comprendre qu'on est à la confluence de trois empires, ou trois anciens empires, mais qui sont toujours plus ou moins en activité hégémonique ou diplomatique, qui sont d'une part l'ex-empire perse, donc l'Iran, qui a une prétention hégémonique, en tout cas à rallier ses protégés syriens, en tout cas du régime de Bachar al-Assad, du régime alaouite, et du Hezbollah libanais. L'ancien empire russe, avec la Russie d'aujourd'hui, qui n'avait pas de prétention d'aller au-delà du Caucase, au-delà du Terek en particulier, un fleuve frontalier qui sépare la Tchétchénie du Sud-Caucase, et qui est très inquiète, évidemment, de la montée en puissance de Daesh, sachant que vous avez en Syrie, mais surtout en Irak, de l'autre côté, cette ligne de front que je vous montrais, énormément de Tchétchènes. Cette ligne de front que je vais vous montrer encore tout à l'heure, est tenue par principalement des snipers, des tireurs d'élite tchétchènes. Alors ce que j'ai pu avoir comme chiffre, encore une fois, il faut les prendre avec des pincettes, donc combattants tchétchènes du côté de Daesh, ce sont des combattants payés mensuellement 4 000 à 7 000 dollars sur les 3 derniers voyages que j'ai fait en un an et demi en Irak. C'est un petit peu ce que j'ai pu recouper comme information. Donc des tireurs d'élite qui font énormément de dégâts, qui blessent plus qu'ils ne tuent, de manière à attirer d'autres combattants pour secourir les blessés, qu'on ne laisse pas mourir dans le no man's land. Et cette présence ou cette surprésence de combattants tchétchènes inquiète énormément Moscou. Donc prétention de Moscou à s'ingérer en quelque sorte de le conflit, on le voit bien depuis l'an dernier, depuis 2015. Et puis le troisième empire, c'est l'empire, l'ex-empire ottoman, donc la Turquie, qui rentre pratiquement en conflit ou en pseudo-conflit avec l'Iran. L'Iran donc protégeant Damas et le régime d'Erdogan, le président de la République turque, étant donc en hostilité ouverte avec Damas. Donc, sous couvert d'une solidarité turcophone entre les Turcs de Turquie et des Turkmènes en Syrie, Erdogan n'a pas peur donc d'aider différents mouvements, soit affiliés à Daesh, soit affiliés à Al-Nusra, dont le front turkmène qui est par là. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé en octobre avec l'avion russe qui était abattu, le Sukhoi 24. C'était dans toute petite aspérité, il y avait Escandéroun par là, enfin, il y a une sorte de doigt, et l'avion russe a pénétré dans l'espace aérien turc 17 secondes. Et ça suffit pour que l'avion ait été abattu. Alors c'est un casus belli évidemment pour la Russie, mais le signal qui a été envoyé par... C'est pas une erreur, c'est pas une erreur, c'est un signal fort envoyé par la Turquie à la Russie, c'est de dire, vous, les Russes, vous ne touchez pas à nos protégés turkmènes, même s'ils sont du côté de Daesh ou d'Al-Qaïda. Donc voilà, pour vous dire que d'une part, il y a cet ensemble russe au nord, l'ensemble iranien qui a quand même une prétention hégémonique, puisqu'il y a une avancée sur Bagdad, de facto, diplomatiquement parlant, et un lien avec Damas et le Hezbollah, et puis l'Empire russe, font que tout cela est explosif. Rajouter à cela l'hostilité entre les deux grandes puissances religieuses de l'islam de la région, l'Arabie saoudite, qui est aux portes en fait pratiquement de Daesh ici. Un général de l'armée saoudien a été tué d'ailleurs ici il y a quelques mois. C'est une première pour l'Arabie saoudite. Et l'Iran, surtout après l'exécution d'un dignitaire chiite mais saoudien, donc arabe chiite, en Arabie saoudite, et ça a mis le feu aux poudres, d'où la volonté de Bagdad, de Riyad et de Téhéran de couper leurs relations diplomatiques. Donc vraiment, on est dans une situation conflictuelle extrêmement grave, qui profite en partie aussi à Daesh, puisqu'il n'y a pas véritablement d'union forte au niveau de la coalition internationale, qu'elle soit non musulmane ou qu'elle soit musulmane a fortiori. Donc Daesh profite de ses faiblesses.
Voilà, donc ça, ce sont les légendes, hein, je ne vais pas vous infliger tous ces commentaires. Et donc là, je vous ai montré un graphique, c'est déjà un petit peu ancien, ça date de quelques mois, des combattants étrangers qui arrivent sur le territoire contrôlé par Daesh, Syrie principalement, rien que pour la Syrie, mais il faut aussi rajouter maintenant l'Irak. Là, c'est des chiffres, pour ne pas compliquer le graphique qui concerne uniquement la Syrie. Donc on voit des combattants internationalistes, je n'ai pas peur d'utiliser le mot, qui viennent du monde entier, de pays de l'Oumma, comme on dit, donc du monde arabo-musulman, mais aussi de pays occidentaux. Et même ça peut vous surprendre d'Israël, puisqu'il y a des combattants qui viennent donc de territoires soit palestiniens, soit des villes arabes en Israël. Et vous voyez le très fort contingent tunisien, le très fort contingent européen, bien sûr, avec la France en particulier, avec ceux qui y sont déjà allés, ceux qui sont sur place, etc., etc. Donc on a des milliers et des milliers de combattants. On évalue donc à 30 000 actuellement le nombre de combattants en Syrie et en Irak, donc pour Daesh, dont 10 000 qui auraient été tués depuis à peu près un an. Et parmi les 10 000 tués, 5 000 étrangers, c'est-à-dire non syriens, non irakiens. Les 10 000 auraient déjà été remplacés en un an et demi. Donc même si les frappes aériennes occidentales et russes sont très efficaces, en tout cas il y a une sorte de renouvellement avec l'apport de djihadistes et sous couvert du laxisme, c'est un euphémisme de la part de la Turquie, donc qui laisse passer ou qui a laissé passer pendant des mois et des mois les combattants. Ici, donc, vous avez une frontière extrêmement surveillée, que je connais assez bien d'ailleurs pour l'avoir franchie à différentes reprises, donc la frontière turco-syrienne et turco-irakienne. Et on a un mirador, alors ça dépend des endroits, mais entre 300 et 500 mètres. C'est pratiquement impossible de faire passer en temps normal un téléphone portable de la Turquie vers la Syrie, vers l'Irak. Et là, bizarrement, depuis un an et demi, les miradors sont vides. Les combattants internationalistes rentrent de la Turquie en Syrie, ressortent de la Syrie en Turquie pour aller dans des guest houses, des auberges, des petits hôtels à Gaziantep ou dans des villes frontières, vont se marier du côté turc et puis exportent aussi du pétrole, achètent des armes en Turquie, etc. Donc on a une problématique turque qui est très forte sur la présence et la logistique de Daesh. Alors le Moyen-Orient aujourd'hui, vous le connaissez, hein, avec toutes ces frontières d'ailleurs qui sont en cours de modification par Daesh. Quand Mossoul, ici, est tombé, donc, comme je le disais tout à l'heure, le 10 juin 2014, 15 jours après, vers le 25 juin 2014, le califat donc, a été proclamé par al-Baghdadi, donc le chef autoproclamé de cet espace géopolitique, et en même temps, symboliquement, des bulldozers de Daesh ont détruit un mur symbolique, qui est un mur de sable, en fait, c'est une sorte de petit mur d'1 mètre à 1,50 m de haut, pour détruire la frontière résultant des accords de Sykes-Picot qui datent de 1916 et qui inscrivaient surtout, donc, pendant la Première Guerre mondiale, et alors qu'on savait que la Turquie, l'Empire ottoman allait tomber en déliquescence à la fin de la guerre, et bien donc pour redéfinir des zones d'influence entre les Britanniques et les Français. Et donc il y a, tout ça pour dire qu'on est au-delà de l'anecdote, avec ce califat, il y a une volonté de remodeler, de redéfinir des frontières de la part de Daesh. Alors la carte suivante, c'est la crainte de nombreuses capitales arabes, à savoir qu'il y ait une redéfinition de ce Moyen-Orient, proche ou éloigné, mais c'est déjà le cas de facto, avec un Kurdistan libre ici, qui inclut aussi les zones turques et les zones syriennes. En tout cas, de facto, on a déjà une poche syrienne pratiquement autonome, une poche du Kurdistan, donc, qui est le nord de l'Irak, en cours de proclamation d'indépendance, que je voulais dire tout à l'heure avec Massoud Barzani, qui est le chef, le président de cette entité du Kurdistan irakien. Il a, quand j'étais en Colombie, donc il y a une semaine, il a enfin proclamé ce qu'il a annoncé tout bas depuis 3-4 ans, à savoir qu'il va lancer un référendum pour déclarer l'indépendance, avec des ressources pétrolifères extrêmement importantes parmi les 5 à 8 plus importantes au monde. Un Irak sunnite,
pour l'instant aux mains de Daesh, un Irak chiite, avec Bagdad et Bassorah en particulier, etc., etc. Et puis peut-être là aussi une Jordanie agrandie et une Arabie Saoudite morcelée. Donc tout ça, évidemment, c'est une vue des géostratèges, mais qui exprime aussi les craintes de différentes capitales arabes. Et ce n'est pas un vœu pieux, puisque déjà certaines de ces entités sont en cours de modification. Et alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la poche sunnite ici, qui est grosso modo l'ouest de Bagdad, et la province d'Al-Anbar, et Mossoul, eh bien la difficulté aussi pour essayer de combattre Daesh, c'est qu'en fait on n'a pas une dualité Daesh contre la coalition arabo-occidentale. Non, pas du tout. C'est Daesh contre la coalition, mais avec comme troisième élément des tribus sunnites qui profitent énormément du jeu pétrolifère. Même si le baril s'est effondré, on est passé de 110 dollars en un an et demi à 30 dollars à peu près, 32 dollars. Donc c'est un grand problème pour l'Iran, qui vient de voir une partie de ses sanctions être levées. C'est un grand problème économiquement, mais aussi politiquement, socialement pour l'Arabie Saoudite, qui va avoir à régler aussi donc la montée en puissance de contestation sunnite et chiite à l'intérieur, et qui ne pourra peut-être plus acheter la paix sociale, en tout cas, troisièmement, qui ne sera plus en mesure de jouer un rôle de régulateur comme elle l'a fait pendant des années avec l'offre et la demande par rapport à son rôle primordial au sein de l'OPEP. Et donc, les tribus sunnites font le jeu ici de Daesh. Pourquoi? Parce que les populations locales ont très très peur de la montée en puissance des Iraniens et puis de la montée en puissance tout simplement de l'armée de Bagdad ici, qui est une armée chiite. Alors une armée en campagne, il y a toujours malheureusement des exactions, on l'a vu dernièrement avec des victoires au nord de Bagdad, et donc cela aussi ça profite à Daesh, avec une capitale Bagdad extrêmement corrompue. Alors voilà les trois éléments pour comprendre la dynamique des tensions au Moyen-Orient. Donc on a ce rapprochement États-Unis et Iran, avec le retour en grâce progressif de Téhéran suite à la levée partielle des sanctions et cet accord du nucléaire qui date de juillet dernier, l'affrontement entre les Saoudiens et les Iraniens, là aussi qui est une clé pour comprendre cette dynamique, et puis troisièmement les divisions du monde sunnite plus généralement, avec les partages des ressources et du développement, les divergences des régimes politiques et les oppositions d'intérêts. Donc on ne peut pas comprendre la montée en puissance de Daesh sans ces trois éléments. Alors la nouvelle donne du Moyen-Orient s'inscrit dans cette dynamique-là également, avec la montée en puissance de l'Iran, même si elle est contrée par cette nouvelle sanction de facto du prix du baril à 30 ou 32 dollars. Il est tout à fait possible, selon les experts et les projections, que le prix ne montera pas beaucoup plus, on resterait dans une fourchette de 30 à 40 ou 45 dollars pour des questions d'offre et de demande, mais surtout de production de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis. Puis troisièmement, de baisse de la demande de la part de certains pays émergents et surtout de la Chine. La montée en puissance, ou le jeu de la Turquie en tout cas, qui est un jeu assez erratique, assez mouvant, malgré les promesses d'accord avec l'Union européenne pour des questions d'intégration de réfugiés en particulier, et puis Israël qui joue quand même un rôle non négligeable dans toute la région, en tout cas, qui a son mot à dire, y compris sur la question iranienne. Voilà, je vous montrais cette photo des Bouddhas de Bamiyan, donc ça date de mars 2001, la destruction des fameux Bouddhas de Bamiyan, qui a aussi cristallisé à l'envers, si je puis dire, la montée en puissance d'Al-Qaïda. Et à partir du moment où les Bouddhas sont tombés, donc Al-Qaïda a pu prendre possession, en partie, donc, du territoire de l'Afghanistan. Et le parallèle, évidemment, avec la destruction de Palmyre, mais aussi du musée de Mossoul est patent. Il y a une vraie logique aussi de destruction du patrimoine culturel et de la culture, tout simplement, de manière à ne plus... à faire en sorte donc, que les populations locales ne puissent plus penser. Vraiment, on est sur un modèle d'éradication extrêmement poussé. Alors, la prise de Mossoul, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, donc voilà les chiffres sur les assaillants, le nombre d'habitants, le butin de guerre, le butin d'armement.
Et les ressources de Daesh, alors là aussi c'est important, puisque on a un budget qui est évalué entre 1 et 2 milliards de dollars, avec en particulier le pétrole, qui produit donc 30 à 70 000 barils par jour en moyenne, un pétrole très très mal raffiné, ou semi-raffiné, mais qui va être raffiné dans les pays environnants et surtout en Turquie. Et la revente, comme je le disais tout à l'heure, de ce pétrole aux tribus sunnites de la région, donc Syrie et Irak en particulier, avec un prix entre 10 et 18 dollars le baril. Alors c'est plutôt entre 10 et 15 même maintenant, puisqu'il y a encore une baisse des prix. Et revente sur les marchés des pays voisins avec un prix qui peut être intéressant, donc selon le degré de raffinage. Alors, un élément très important, c'est l'extorsion, le racket et l'enlèvement, qui rapporterait, alors encore une fois, je vous demanderai de prendre les chiffres avec des pincettes, mais 700 millions de dollars par an. Alors, j'ai beaucoup enquêté en Afghanistan et en Irak sur la montée en puissance de la stratégie de l'enlèvement. On a beaucoup parlé des enlèvements d'occidentaux, de journalistes, d'humanitaires, de diplomates, mais en fait, principalement, numériquement parlant, évidemment, ce sont les populations locales qui en souffrent. Et puis, budgétairement parlant, évidemment, le ratio est beaucoup plus intéressant, avec les enlèvements d'hommes d'affaires, d'ingénieurs, de médecins, irakiens et syriens. Actuellement à Bagdad, ou ailleurs, enfin à Bagdad, un de vos confrères... vos confrères, messieurs, consultent très souvent avec 2 gardes armés de Kalachnikov parce qu'ils ont peur de se faire enlever. Et là aussi, ça résulte un petit peu, ça démontre cette alliance entre les anciens services secrets d'Irak, donc les Morabarat et les Ba'athistes de Saddam Hussein, et puis les islamistes, sachant que les structures d'information ont été, et sont encore aux mains, des Ba'athistes d'Irak, qui savent à peu près tout sur tout et qui sont capables de repérer qui a une famille capable de pouvoir réunir 40 000, 50 000, 100 000 dollars en biens, en voiture 4x4, donc réalisable en quelques semaines. Et puis le trafic d'œuvres d'art avec le pillage de différentes régions. Alors la région d'Al-Nabouk en Syrie aurait rapporté 28 millions d'euros. Dit-on, donc sur le marché international. Donc les ressources sont extrêmement importantes, il y a pratiquement une capacité autonome de reproduction de la guerre de la part de Daesh. Alors, 3 sous-ensembles géographiques cette fois-ci, pour caractériser l'État islamique. Donc la destruction du mur, c'est très important, ce côté de la tangibilité des frontières, donc on remet en question l'intangibilité. Des frontières nouvelles, transnationales, donc on se déplace effectivement, donc conquête de la part de Daesh à l'extérieur du califat existant, et puis l'instauration de frontières symboliques et religieuses avec un califat en juin 2014 et qui représente un espace d'attraction, un espace idéal et idéal. Et j'insiste beaucoup sur ce point puisque je pense que les capitales occidentales trop longtemps ont sous-estimé cette force d'attraction politique, psychologique, aventureuse, je pèse mes mots, de la part de Daesh pour des jeunes musulmans, mais aussi des convertis à l'islam ou des non-musulmans qui se convertissent de facto en arrivant sur le terrain. Et donc le religieux ne joue pas qu'un rôle principal, il y a aussi cette capacité d'aller faire la guerre en quelque sorte, de la même manière qu'on a pu le voir dans les années 90 et 2000 en Algérie, avec les GIA en particulier, qui attiraient donc des jeunes Algérois qui n'étaient pas spécialement portés sur l'art de la guérilla islamiste auparavant. Donc, eh bien, les conséquences, c'est d'une part la volonté de refonte globale de ces frontières coloniales, dites coloniales en tout cas, au Moyen-Orient, et puis la constitution d'un Moyen-Orient arabe sunnite revendiqué en tant que tel par le pseudo-califat de Daesh. Donc ce qui est certain, c'est que l'État irakien a une disparition programmée. C'est le cas, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces 3 poches, hein, le Kurdistan, le Sudistan et le Chiitistan, la zone chiite avec Bagdad. Les troupes de Daesh ne sont pas très très loin, même si Ramadi, qui est au nord-ouest, sur la route de la Jordanie, était reprise en partie. Mais il faut voir dans quelles conditions.
et voir dans quelles conditions, surtout, cette ville était tombée en 2014 aux mains de Daesh, avec une sous-estimation de cette perte par l'état-major américain. La déstabilisation, bien sûr, de toute la région, là aussi, c'est une conséquence de l'intervention américaine en mars 2003. On a inversé les causes et les effets, puisque les deux motivations, les deux logiques politiques de l'intervention américaine en mars 2003 en Irak, c'était d'une part une stratégie d'isolement de l'Iran, et puis deuxièmement, une volonté de démocratisation du Moyen-Orient. Force est de constater qu'on est exactement à l'inverse. C'est l'Iran qui est le grand gagnant sur ce jeu d'échecs moyen-oriental. Et puis deuxièmement, on ne peut pas dire que cet espace a été démocratisé depuis 13 ans maintenant. Constitution de forces non étatiques avec capacité de gouvernement. Et puis exode des populations civiles, hein, donc au moins 500 000 morts sur le seul sol irakien. On parle même maintenant d'1 million de morts. 300 000 côté syrien sur une population de 20 millions d'habitants, dont 10 millions soit de réfugiés de l'extérieur, donc soit déplacés de l'intérieur, une situation dramatique, on connaît, hein, différentes villes enclavées, Madia, etc., et puis Alep assiégée, et donc un drame pour les populations civiles. Massoud, parce que c'est un compagnon de route de nos amis humanitaires, et je pense que si Massoud n'avait pas été assassiné, on aurait peut-être eu une autre logique de riposte de la part du monde arabo-musulman sur Daesh, puisqu'il avait au moins une vision sur le Moyen-Orient éloigné. Je vous remontre des photos de la ligne de front. Donc là, je suis avec des combattants kurdes, iraniens et turcs, et irakiens également, sur le No Man's Land que je vous ai montré tout à l'heure, dans ce Kurdistan-là, donc à peu près ici, hein, à peu près même, voilà, à peu près à la ligne de front ici, elle s'est un petit peu déplacée quand même. Les Kurdes sont encore descendus un peu plus bas. Et on a une ligne de front ici de 1200 km très difficile à tenir du côté des résistants, en quelque sorte, des seuls combattants terrestres dignes de ce nom sur l'espace de Daesh. Puisque, encore une fois, il y a des attaques suicides, des voitures béliers, des combattants extrêmement opérationnels, dont on dit, en tout cas j'ai recoupé ça avec beaucoup de sources humanitaires, des victimes de Daesh, des médecins irakiens et kurdes, dont on dit donc que ces combattants de Daesh prennent beaucoup d'amphétamines et du Captagon en particulier. Voilà, ça c'est cette ligne de front, elle n'est pas très haute, hein. Là, c'est un terre-plein d'1,50 m. Après, il y a un No Man's Land qui fait entre 600 et 900 mètres, 1 km. Et derrière, les snipers en première ligne, donc qui tirent tous les jours des deux côtés. Et voilà, alors j'en reviens aussi à la chaîne de l'espoir. Et vous avez l'humanitaire, parce qu'on a beaucoup d'ONG sur le terrain. Historiquement, en tout cas au Kurdistan, on a des humanitaires qui sont là, français en particulier, depuis au moins 30 ans, et certains reconnaîtront quelques humanitaires. Et puis Florence Weber ici, rien à voir avec moi. Frédéric Tissot, qui est un ancien de Aide médicale internationale, qui est devenu diplomate et consul à un moment à Erbil, au nord du Kurdistan. Et pour moi, donc, le Kurdistan, cet espace qui résiste d'une manière terrestre, puisqu'il y a des frappes aériennes occidentales et russes, très efficaces, avec malheureusement des dégâts collatéraux, surtout de la part des Russes. Mais au niveau terrestre, il n'y a pas d'intervention encore. Il y a des conseillers militaires français, américains, mais pas de vraie intervention. En tout cas, sur le terrain, il y a les Kurdes et des humanitaires, avec une saga, pour moi, une épopée qui est très ancienne et qui est aussi importante pour moi que la saga des French Doctors, des humanitaires en Afghanistan. Voilà, je vais vous montrer une petite carte rapidement avant de passer la parole de vous passer la parole pour les questions. Donc voilà, tout cet espace ici, c'est la ligne de front avec Daesh de ce côté-là, ici, avec une remontée. Donc Ramadi a été repris en partie, pas totalement encore, par les troupes de Bagdad, et puis encore des sympathisants des réseaux dormants à Fallujah, et dans d'autres villes, tout autour, en tout cas du côté de l'espace sunnite, donc principalement le nord et l'ouest de Bagdad. Voilà le village que je vous montrais tout à l'heure, je ne pourrais pas vous montrer en dynamique. Et les forces kurdes sur le terrain. Lui, c'est un garçon qui a 28 ans. Il en fait beaucoup plus,
Il en fait 40-42, il s'appelle Slimane, et il est un peu détruit par la guerre, donc il combat depuis quelques années en Irak contre Saddam Hussein, les troupes de Saddam, et ensuite Daesh et les islamistes. Et voilà, je voulais terminer ce petit voyage avec des humanitaires, vous, vos frères, dans la montagne du Kurdistan. Voilà, merci de m'avoir écouté et je réponds à vos questions. Merci beaucoup.